On a tous des mauvaises critiques. Elle joue comme une pantoufle. On craignait le pire et on avait tort. C'est encore pire. Je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus. Mais c'est de la merde! Les critiques sont des artistes ratés. On est tous des critiques. On fait tous de la critique. Tous les jours, beaucoup, partout et un peu trop. Même que certains s'en vantent dans les pages des Inrocks, sur les blogs, à la radio ou à la télé chez Ruquier. Et ceux-là, on adore les détester. Parce que c'est plus facile de critiquer le travail des autres que de faire soi-même un chef-d'œuvre. Alors, le métier de critique, une voie de garage pour artistes ratés? De sa fabrication à sa contestation, exploration d'un cliché, pas si facile à démonter. Sébastien Chassagne, critique et artiste raté. La critique d'art devient une discipline à part entière à la fin du XVIIIe siècle, la grande époque des salons. C'est là que les artistes peuvent 2 fois par an montrer leurs œuvres au public et aux commentateurs avertis. On retient surtout le nom de Diderot, un pionnier. Bon, il n'a pas inventé l'exercice en soi, mais c'est lui qui transforme la critique en genre littéraire. Et il n'y va pas de main morte. La critique, une question de goût. Et de dégoût. Celui-ci est un vrai peintre. Quelle vérité, quelle magie. Oh, la mauvaise chose. J'allais oublier celui-là. Combien de travail perdu. Le jury du salon est parfois plus sévère encore. En 1863, 3000 œuvres sur 5000 sont refusées. Qu'à cela ne tienne, un off est organisé et autorisé par Napoléon III himself. C'est le salon des refusés. Aux côtés de Camille Pissarro et James Whistler, Édouard Manet, l'éternel recalé des salons, expose son déjeuner sur l'herbe. Et c'est le scandale. Représenter une femme nue, ok, mais pourvu qu'elle soit idéalisée. Ici, la chair est trop réelle, trop sexuelle. Et puis c'est quoi cette manie de voir par tâches, sans perspective? Pour le Figaro, les impressionnistes sont des singes qui se seraient emparés d'une boîte de couleurs. Visionnaire. Au XIXe siècle, la critique d'art se professionnalise avec le développement de la presse. Elle est d'abord réservée aux écrivains célèbres, comme Baudelaire, Zola ou Huysmans, qui, pour se faire un petit peu d'argent de poche, glorifient ou dézinguent leurs contemporains. Côté musique classique, c'est Debussy qui s'y colle, mais sous pseudonyme. Monsieur Croche, c'est une espèce de troll avant l'heure. Puis les guest stars sont remplacés par des journalistes spécialisés. Leurs tribunes font et défont les modes et créent souvent la polémique. En 1877, Auguste Rodin présente sa dernière œuvre, Le Vaincu. Un bronze représentant un homme nu, grandeur nature, le muscle saillant, quasi vivant. Avec lui, il espère enfin accéder à la gloire. Et ça marche. L'œuvre fait sensation, mais pour un critique de l'Étoile belge, son Vaincu est trop beau pour être vrai. Il accuse Rodin d'avoir réalisé un moulage sur nature. Pas cool. Rodin est dégoûté, il rebaptise son œuvre L'Âge des reins et fait tout pour prouver que non, ce n'est pas un tricheur. Enfin, vous connaissez l'adage, en bien ou en mal, l'essentiel c'est qu'on parle de vous. Rodin devient célèbre à 40 ans. Ouf! Après la Seconde Guerre mondiale, le critique d'art gagne en puissance. Il s'expose à la télé, s'engage et gueule. Le cliché du critique se dessine peu à peu. Incapable de créer quoi que ce soit, arrogant, prétentieux, élitiste. Franchement, sérieux. C'est l'artiste de la mauvaise foi et du retournement de veste. Vraiment. Le critique vit mal. Sa femme ne l'apprécie pas comme il faudrait. Ses filles sont ingrats. Les fins de mois sont difficiles. À la ramasse sur les avant-gardes et discours pompeux, le critique d'art l'a quand même bien cherché son cliché, non? Alors, tous pourris? Pas sûr. Certains nous permettent encore de mieux voir, mieux lire, mieux entendre quand ils n'entrent pas carrément dans l'histoire de l'art. Au cahier du cinéma, on s'engueulait sec. Au début des années 50, dans les pages de la revue, une bande de jeunes critiques encensent ou massacrent les cinéastes de leur temps. Hitchcock est un génie, autant Lara, un salaud. Ces critiques autoritaires s'appellent Godard, Rivette et surtout Truffaut. Il est alors une vedette parisienne dont la spécialité est de flinguer le cinéma respectable, avant de devenir lui-même le réalisateur emblématique de la nouvelle vague. On doit être un peu maso quand même. Parce qu'on adore détester les critiques, mais on peut pas s'empêcher de les écouter. En témoigne le succès du Masque et la Plume, plus vieille émission de radio française, 62 ans à s'étriper sur les sorties de la semaine. 62 ans. Putain. Et puis ce qui est cool avec les critiques, c'est que même quand ils n'aiment pas, ça peut aider les artistes. Du coup, quand un film est hué à Cannes, antichambre des critiques frustrés, il a de bonnes chances de faire un carton. En 1994, Pulp Fiction obtient la Palme d'Or mais divise les critiques. Série B cynique, kitsch et vulgaire. Son prix à la main, Tarantino se fend d'un doigt d'honneur, décontracté. Son film cartonne au box-office français et entre dans l'histoire du 7e art. Bim. Depuis la naissance d'Internet, l'espèce des critiques professionnelles est menacée. Booktubeurs, blogueurs snipers, gamers invétérés ou communautés hallucinées,
Monsieur X a désormais la possibilité de donner son avis en public et ne s'en prive pas. Certains regrettent déjà le bon vieux temps des critiques encartées, et d'autres se réjouissent de cette démocratisation, comme nous. Allez, vas-y, sois sympa. Lâche un petit com. Petit com. Petit com. First.